Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, une nouvelle usine de fabrication de la farine dans la préfecture de Doubreka avec une production journalière de 200 tonnes pour un coût de réalisation de 150 milliards de francs guinéens. Également dans l'actualité, à l'Abbé, tenue de la 17e revue annuelle de la radio rurale de Guinée, sous le thème La radio rurale pour l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement de la Guinée. Et puis nous irons à Kindia où s'effectuent les préparatifs pour le lancement de l'enquête nationale de l'évaluation du potentiel horticole. Objectif pour corriger le déficit d'information autour du maraîchage. Encore une fois, bienvenue à tous. Une nouvelle usine de fabrication de la farine dans la préfecture de Doubreka. Sa capacité de production est de 200 tonnes pour un coût de réalisation de 150 milliards de francs guinéens financés par la société mauritanienne Les Moulins de Taïba. De quoi soulager les populations de la ville de Manganégué. Le cordon inaugural de l'infrastructure a été coupé par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Compte rendu l'équipe de la primature Hadi Kamara Kabasouma. Cette usine de fabrication de farine, troisième du genre en Guinée, est construite dans la zone industrielle de Massaya, dans la préfecture de Doubreka. C'est l'œuvre de la société mauritanienne Les Moulins de Taïba, à hauteur de 150 milliards de francs guinéens pour une capacité de production de 200 tonnes de farine boulangère par jour pour cette première phase. La préfecture de Doubreka, qu'on le sache ou qu'on l'ignore, est la plus grande bénéficiaire du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Doubreka abrite aujourd'hui une dizaine d'industries fonctionnelles ou en construction. Le plus grand projet hydroélectrique Kaleta, bien que de renommée nationale et même internationale, est situé dans la sous-préfecture de Tondon, préfecture de Doubreka. Avec toutes ces actions socio-économiques d'accompagnement pour le plus grand bonheur de nos populations. Sa mise en marche renforcera sensiblement notre contribution dans le développement de l'économie nationale à travers la création de la valeur ajoutée d'une centaine d'emplois directs et de plusieurs centaines d'emplois indirects qui seront créés aussi bien qu'on l'applique à l'intérieur du pays. Elle fonctionne avec une énergie autonome de 2 MW. Dans le respect strict de normes environnementales, notre usine ne produit ni poussière, ni fumée, encore moins de déchets toxiques. Ces nouvelles installations de production de farine devraient permettre de renforcer la sécurité alimentaire à travers la diversification de l'offre nationale en farine et contribuer à l'essor économique de la Guinée. Cette belle réalisation industrielle revêt à mon sens le caractère d'un symbole, celui de l'engagement du secteur privé à répondre efficacement aux profondes mutations économiques et aux changements prônés par le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Je voudrais, au nom de mon département, exhorter l'ensemble des futurs travailleurs de cette usine à la discipline, à la rigueur pour lui assurer une meilleure compétitivité avec des produits aux qualités boulangères irréprochables. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a tout d'abord remercié les promoteurs de cette usine avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à promouvoir le secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la croissance économique et de création d'emplois décents en Guinée. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en œuvre un plan de réforme depuis 3 ans qui ont commencé à donner des effets. Mais pour capitaliser sur tous ces résultats, il faut que le secteur privé, surtout guinéen, s'engage résolument dans l'investissement productif. Cela me paraît extrêmement important. Pour ce faire, il faut d'abord que ce secteur privé accepte de se remettre en cause. Accepte de se remettre en cause en créant des organisations fortes, structurées, autour des intérêts communs, c'est-à-dire des intérêts généraux de l'économie guinéenne. C'est le premier facteur qu'il faut pour que nous ayons des interfaces sérieuses et crédibles pour un dialogue entre le secteur privé et l'État afin d'aller davantage dans le sens de l'amélioration du climat des investisseurs. Deuxièmement, je souhaite qu'ils emboîtent le pas aux autres investisseurs africains
qui commencent à venir, ils sont nombreux. Je voudrais, Monsieur le Président directeur général, vous remercier pour avoir mis tant d'argent dans notre pays. Mais je voudrais aussi reprendre à mon compte la doléance de Madame le préfet de Dubreka en faveur de la jeunesse de cette localité. Notre souhait le plus ardent, c'est que toutes ces unités qui sont créées profitent aux populations locales en premier chef, notamment en termes de création d'emplois, en termes de redistribution de revenus au profit de la localité, mais surtout en termes d'investissement dans des infrastructures sociales qui permettent d'améliorer la situation des populations guinéennes qui sont pauvres pour la plupart. Je voudrais encore une fois au nom du chef de l'État, le président de la République, vous remercier et vous féliciter pour cet investissement qui a été réalisé dans un bref délai et nourrir l'espoir que d'autres investissements vont suivre dans d'autres domaines qui ne sont pas encore identifiés, mais qui ne manqueront pas de l'être tant que vous êtes en Guinée, ce pays qui est très riche, riche de ses hommes, riche de ses ressources naturelles. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a eu droit à une visite des installations initiées par les techniciens de l'usine afin de lui permettre de comprendre les mécanismes de production de la farine. À Conakry, page audience du président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano, a tout d'abord reçu l'ambassadeur d'Espagne en Guinée, ensuite le conseiller spécial de Rio Tinto pour le Madagascar et enfin le Fonds monétaire international. Les entretiens ont porté d'une part sur la diversification des relations et d'autre part sur le retour de la société minière Rio Tinto en Guinée. Compte rendu d'audience, François Lama. Ambassadeur d'Espagne en Guinée, c'est un entretien marqué par la volonté d'échanger mais aussi de diversifier les relations de coopération entre le Parlement espagnol et le Parlement guinéen. Le président de l'Assemblée nationale et le diplomate espagnol ont aussi émis le souhait de voir renforcer la coopération interparlementaire par les voyages d'études entre les deux pays. Et après l'ouverture de l'Assemblée nationale, il me semblait important de témoigner l'importance que mon pays, mon gouvernement octroie à cette démarche importante entreprise par le peuple guinéen. Mon gouvernement a déjà exprimé cela publiquement, son espoir de voir l'Assemblée nationale travailler dans l'avenir dans un esprit de dialogue, de participation de tous les partis politiques, en pleine liberté et de faire enfin le travail prioritaire qui est le travail pour le peuple guinéen. La problématique de la reprise des activités de Rio Tinto en Guinée a dominé l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale et cet expert spécialiste de Rio Tinto basé à Madagascar en séjour de travail à Conakry sur l'invitation de ses homologues guinéens. Nous avons eu l'occasion de parler un peu du projet de Simandou, bien entendu, de l'importance de ce projet pour l'économie de la Guinée et pour les finances publiques guinéennes. Lui-même a reconnu que c'est un projet prioritaire, mais qu'il faut que les choses avancent, il faut que les négociations se terminent pour qu'on puisse effectivement commencer les travaux. Le Fonds monétaire international aussi promet d'appuyer l'institution parlementaire dans le renforcement des capacités des députés. Le chargé des questions de gestion des finances publiques au Fonds monétaire international en Guinée a été reçu par les membres de la Commission des affaires économiques, financières et du plan pour échanger sur les modalités de l'appui de l'institution financière. Nous avons balayé, je pense, à peu près tout le champ des finances publiques qui va du contrôle même sur les finances publiques, de la qualité des données budgétaires, de la qualité d'information. Ce sont des sujets un peu techniques, mais nous avons aussi évoqué les éléments relatifs à la politique à plus long terme. Quels sont les instruments de finances publiques, de gestion financière publique qui pourront servir de support finalement au développement de la Guinée. Nous avons évoqué la notion de valorisation des ressources minières et d'utiliser ces ressources en termes de bonne gestion pour servir de tremplin au développement économique. Les travaux se poursuivent par des montages de projets. Toujours à propos du secteur minier, nous nous acheminons vers une sortie de crise entre les sociétés China Power Investment et Alufer. Le ministre d'État chargé des mines vient de rencontrer les deux parties en vue de trouver une solution définitive au conflit qui les oppose. Alpha Kabine Koulibaly.
La société China Power Investment, CPI, a bénéficié d'une convention minière et a lui faire par le biais de sa filiale Bel Air Mining d'un permis d'exploitation en 2013. Pour la mise en œuvre de son projet d'exploitation de bauxite et d'alumine et de fourniture d'énergie, la CPI a obtenu du gouvernement guinéen un domaine exclusif d'utilité publique dans la commune rurale de Dopro et Tonifili. Le domaine ainsi octroyé à ces sociétés affecte le permis de bauxite d'Alufert d'une part et son accès à la mer pour l'importation des équipements de construction de sa mine d'autre part. Le ministre d'État des Mines et de la Géologie a rencontré les représentants des deux sociétés minières pour enfin arriver à une solution durable. Il est question de faire en sorte que les deux projets de China Power Investment et le projet Alufert, qui ont un petit conflit de superposition de périmètres, qui s'entendent pour que chacun puisse travailler normalement. Il y a l'accès à la mer, il y a les activités industrielles. C'est pour ça que je souhaite qu'ils puissent faire en sorte que, au lieu que l'État impose une solution, qu'eux s'entendent pour que chacun puisse travailler. Les deux sociétés minières, CPI et Alufert, ont promis d'aboutir à un consensus définitif pour que leur projet avance. En fait, il existe tous les standards internationaux pour aider les résoudre. À la base de la compréhension de chaque côté, c'est-à-dire le seul côté ne pense pas que soi-même, mais en considérant les autres côtés. Je trouve une solution gagnant-gagnant. Je dirais même gagnant-gagnant-gagnant. Parce qu'ici, il n'y a pas deux parties, il y a trois parties qui sont impliquées dans ce processus. Et puis les rideaux sont tombés sous les travaux de la parcellisation et le suivi de la production dans l'exploitation artisanale du diamant. La rencontre a mobilisé une trentaine de personnes venues des différents départements ministériels. L'initiative est du projet DPDDA2 appuyé par l'USAID et le projet Tetratec. Kierno Younoussaba. Cet atelier fait suite à une étude réalisée à Kerouané et Fourekaria par une équipe multidisciplinaire. La rencontre vise à partager les informations recueillies sur les sites. L'objectif étant d'augmenter le volume de diamants entrant dans la chaîne légale et d'appuyer le développement durable des zones d'exploitation artisanale de diamants. Nous avons fait des études de cas à Kerouané et à Fourekaria. À l'issue de ces études, on a trouvé nécessaire d'organiser un atelier national pour inviter tous les acteurs en fait, qui travaillent dans le secteur, partager les informations que nous avons recueillies sur le terrain et voir dans quelle mesure ensemble on pourra définir des axes d'intervention du programme à partir des études de cas qu'on a réalisées sur le terrain. Nous saluons la tenue de cet atelier. Pourquoi? Parce que les objectifs que l'atelier développe recoupent avec les objectifs du ministère des Mines et de la Géologie en matière d'exploitation artisanale de diamants. 2 jours de travaux ont permis aux participants de débattre des questions liées à l'administration des zones parcellisées, la restauration environnementale et le suivi de la production. De nombreuses recommandations allant dans le sens de l'amélioration des secteurs ont été formulées. Je vous le disais dans les titres, la radio rurale de Guinée a organisé sa 17e revue annuelle dans la préfecture de l'Abbé. Cette année, le médium des sans-voix a choisi comme thème la radio rurale pour l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement de la Guinée. L'événement s'est tenu sous l'égide du CNC et du ministère de la Communication. Cheikh Samsi Sankon revient sur les grandes lignes de la rencontre. Si on écoute seulement la radio Iran me plaît beaucoup parce que je prends la nouvelle là-bas. C'est justement cette présence effective dans la vie des populations de l'arrière-pays qui caractérise ce médium de proximité. Il accroche une population estimée à plus de 90%. Cette reconnaissance, les populations de la ville de Karamoko Alpha Molabi l'ont témoigné aux 23 stations régionales et locales présentes à cette 17e revue annuelle. Placée sous le thème « La radio rurale de Guinée pour l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement de la Guinée », cette revue, la 17e du genre, est une rencontre annuelle organisée à l'intention des cadres des stations régionales et locales du pays en vue de passer au peigne fin le bilan des activités de l'année écoulée et projeter un nouveau plan d'action pour la prochaine.
La 17e revue annuelle de la radio rurale de Guinée constitue une occasion pour la radio rurale, les comités locaux de développement, les sociétés des auditeurs et les partenaires d'évaluer le fonctionnement de l'institution à travers les programmes, les activités et le budget de l'année écoulée et de décider de son fonctionnement pour l'année à venir ainsi que du budget y afférent. Le chef de cabinet du ministère de la Communication et la présidente du CNC ont salué le mérite de la direction générale de la radio rurale de Guinée qui s'inscrit véritablement comme un instrument de développement endogène. Je saisis cette opportunité pour vous féliciter au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, que l'organisation d'une telle rencontre d'auto-évaluation procède de votre volonté ardente et de votre détermination à qualifier vos méthodes de travail et définir des stratégies d'appui à la promotion du développement national. Au regard des circonstances du moment, ce thème interpelle tout un chacun dans la voie de la consolidation de notre jeune démocratie. En présence des partenaires, un nouveau plan qui prendra en compte toutes les difficultés sera projeté pour faire de ce médium un véritable instrument de consolidation de la paix. L'actualité agricole sous les préparatifs du lancement de l'enquête nationale d'évaluation du potentiel horticole. L'opération consiste à corriger le déficit d'information autour du maraîchage, une activité génératrice de revenus pour les producteurs de Koba Pastoria dans la commune urbaine de Kindia. Fodé Camara nous en dit plus. Des agrumes, le quartier de Koba Pastoria est un site privilégié pour faire un coup de projecteur sur les petites coopératives agricoles qui vivent au rythme de la production de la laitue, de l'aubergine, du piment, de la tomate et des autres produits maraîchers. Ici, les femmes sont épaulées par quelques hommes comme Alceni Samoura, la cinquantaine et déjà une trentaine d'années dans le maraîchage. Depuis la retraite de sa maman à cause du poids de l'âge, ce travail familial est devenu un défi personnel pour ce mécanicien chauffeur de profession. Si à Dankara, quelques producteurs ont construit, d'autres ont acheté des motos, moi par exemple, je peux avoir 4 à 5 millions par an. Par cet exercice, aujourd'hui, je parviens à satisfaire les besoins de ma maman et du reste de la famille. Évoluant en groupement, les paysans de Koba Pastoria ont la maîtrise de l'eau. Grâce à des ouvrages hydro-agricoles, ils orientent à leur guise la rivière d'Ankara. Un autre secret, et non des moindres, les producteurs d'ici sont des agro-éleveurs. Pour multiplier leurs revenus, ils achètent des bœufs qui sont revendus quelques années après à des prix 2 à 3 fois plus chers. Des millions de francs guinéens sont ainsi engrangés grâce à cette opération. Koba Pastoria est renommé dans la préfecture de Kindia comme un site pilote pour le maraîchage. Donc tout ce qui se fait à Kindia, la source c'est Koba Pastoria. Et il y a au moins 14 groupements qui évoluent ici, à peu près de 300 personnes qui évoluent ici. Donc ils ont récolté le riz et ils sont en train de faire la mise en valeur à partir des cultures maraîchères. Nous savons que dans le pays, il y a plusieurs sites qui regroupent plusieurs groupements de femmes ou d'hommes et sur plusieurs cultures qui sont pratiquées après la grande saison hivernale. Mais ce n'est pas quantifié. Et depuis très longtemps, ce manque d'informations nous empêche d'élaborer le bilan alimentaire complet du pays. Pour recenser les difficultés des producteurs maraîchers, comme ici l'invasion des nuisibles, 122 agents de la NASA, Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, vont parcourir les sites horticoles du pays et interroger les membres des groupements. Cette enquête nationale d'évaluation du potentiel horticole devrait permettre de corriger le déficit d'information pour faciliter la prise de décision. Le maraîchage, une activité génératrice de revenus. Nous partons à présent dans la savane guinéenne. À Kankan, les femmes de la commune rurale de Sabadou Baranama ont désormais une maison commune. Appelée Maison de la Femme, l'édifice est offert par l'épouse d'un promoteur français évoluant dans la localité avec un coût de réalisation de plus de 500 millions de francs guinéens. Et là, je fais de Bangal Fofana, RTG Kankan. À 75 km de la ville de Kankan, cette communauté rurale appelée Sabadou Baranama, une communauté villageoise dans laquelle vient de se dresser ce beau bâtiment flambant neuf, c'est la Maison de la Femme.
Construit par l'ONG Nonobis, cet édifice a pour vocation d'accueillir divers groupements féminins de la localité organisés par type d'activité et leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Les premières activités pratiquées dans ces édifices, la saponification et la fabrication du beurre de karité, la transformation des céréales, le séchage des fruits et des légumes, la fabrication des confitures, de jus, la transformation du soja en lait, en café, en soumbara, en poudre, en gâteau. La valorisation des déchets plastiques par leur transformation en objets usuels. La réalisation de ce beau bâtiment par le couple français M. et Dame Clapasson, vivant ici à Sabadou Baranama, promoteur du projet Parc d'Iwassi, est la concrétisation de la promesse tenue au président de la République lors d'une audience le 3 mai 2013. Nous souhaitons que l'impression donnée par les femmes de Sabadou Baranama, fières d'effectivement intégrer ce beau bâtiment pour la réalisation de leurs travaux respectifs, demeure à tout jamais gravée dans vos mémoires. On ne peut que dire à nos frères français, à la famille Clapasson, merci et merci. 572 500 000 francs guinéens, c'est le coût de réalisation de cette maison de la femme ici à Sabadou Baranama, laquelle s'inscrit dans le programme de lutte contre la pauvreté. Et puis notre capitale Conakry a suffisamment besoin de verdure pour la rendre encore plus belle. Le peu d'espace vert qui existe souffre du manque d'encadrement et d'entretien pour permettre à ces lieux publics d'être plus attractifs. Nabi Kamara. Comme toute autre grande ville du monde, Conakry est un milieu saturé avec une atmosphère souvent insalubre à cause non seulement de la démographie mais également de la quantité de déchets produits par jour. Ces déchets des combustibles et le gaz des échappements donnent un air chargé et nocif. C'est en cela que la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts doivent préoccuper les autorités de la ville de Conakry. Les espaces verts constituent les épurateurs. Toutes les villes aujourd'hui sont chargées de gaz nocifs, corrosifs, de façon que ces gaz affectent la santé des populations. Ce sont ces espaces verts qui contribuent non seulement à adoucir la température dans les villes, mais également à oxygéner la vie. Ici à Conakry, c'est vrai qu'il y a des espaces verts, mais leur nombre est insuffisant et présente un état catastrophique. Il est clair qu'on ne peut pas ambitionner de créer les espaces verts sans avoir sous la main un personnel d'exécution. Il est clair et au vu de tout le monde que ces jardins souffrent d'un entretien criard. Non seulement il y a un manque d'eau, mais également ces entretiens qui doivent être assurés mensuels ne sont pas effectués. Pourtant, dans les années 1950, le développement des espaces verts était tel que la Guinée, et plus particulièrement sa capitale, était qualifiée de perle de l'Afrique de l'Ouest. On en vient maintenant à l'utilisation de l'anglais. Certains pensent que c'est la langue du business, d'autres pensent que c'est la première des langues. Mais l'un dans l'autre, l'anglais reste la langue la plus utilisée en ce 21e siècle. Et le gouvernement guinéen l'a instauré cette année dans le programme de formation des élèves dès la 7e année. Déjà en avance sur ce programme, l'école privée La Citadelle vient d'organiser un concours d'anglais qui a regroupé les écoles de la capitale. Kiano Ousmane Diallo. Un concours pour encourager les élèves à apprendre la langue anglaise. C'est l'Olympiade English, devenue depuis 3 ans une tradition dans cette école, La Citadelle. Chaque année, des centaines d'élèves sont invités à représenter leurs écoles dans un concours pour mesurer leur connaissance de cette langue. Après correction, les 3 premiers sont connus.
de moi et je remercie mes encadreurs et toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et surtout, je conseillerais à tous les autres élèves de la Guinée de prendre l'anglais au sérieux. Les 3 premiers de ce concours vont recevoir des cadeaux. Un ordinateur portable pour le premier, une tablette électronique pour le deuxième et un MP4 pour le troisième. Leurs professeurs et leurs écoles seront également primés. La remise se fera au Palais du Peuple le 25 mai prochain. Une idée du groupe scolaire La Citadelle. Nous pensons aider la Guinée à mieux former la jeunesse à travers l'éducation et l'instruction. La Citadelle, nous dispensons d'un équipement moderne adapté à la technologie pour l'apprentissage de langue. En plus, chaque année, nous organisons des colonies de vacances en Turquie pour les élèves de la Citadelle. Ces élèves, au cours de leur séjour en Turquie, reçoivent des cours d'anglais hautement qualifiés. Il y a quelques semaines, un concours avait été organisé par les responsables de cette école pour promouvoir également les sciences mathématiques. Recevoir Mohamed VI, le roi du Maroc. C'est dans cette perspective que le secrétariat général des affaires religieuses a conféré avec l'ensemble des acteurs concernés. C'est pour définir une meilleure approche visant le succès de cette visite d'État sous fond de coopération renforcée. Habib Kiam, explication. Réserver un accueil des plus particuliers au roi Mohamed VI et sa délégation, c'est à ce travail que s'attelle le gouvernement depuis quelques jours. Au secrétariat général des affaires religieuses, les préparatifs se poursuivent avec beaucoup de détermination. D'où cette réunion de concertation entre les responsables islamiques des 5 communes de Conakry, les imams, les associations et ONG islamiques et les autorités de tutelle. Ono fila kita suma na yi yare ana na ga dine kuntigi yara wo fa wo makandi mané na lo ala ka kunna kelifi wuma. Le professeur Alpha Condé a instruit son premier ministre. Le premier ministre aussi son tour a instruit tous les imams par ma voix à ce que nous puissions faire une grande réception au roi Mohamed VI, qui est l'ami de la Guinée, qui est invité par le professeur Alpha Condé pour venir à notre pays, faire une visite sociale, renforcer les relations entre la Guinée et le Maroc. Dans cette mesure, nous demandons à toutes les mosquées de Conakry, Koya, Dobirka, Forikaria, même Kindia, à ce que tout le monde arrive à Conakry le mercredi matin pour accueillir le roi Mohamed VI. À l'occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération vont être signés entre le royaume chérifien et la Guinée, 2 pays frères dont les relations remontent à plusieurs décennies. C'est un grand étranger. Quand nous revenons à l'histoire, nous verrons qu'entre Mohamed V, le père, le roi marocain, le père de Alassane II, qui a son fils à Mohamed VI aujourd'hui, avec de grandes relations avec le président Ahmed Sékou Touré, la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. La relation, il faut qu'elle soit plus encore renforcée. Surtout le roi aussi a accordé la formation de 500 imams de la République de Guinée au Maroc. Le roi Mohamed VI est donc attendu ce mercredi à Conakry. Ainsi, les autorités appellent à une grande mobilisation de la population pour le succès de ce rendez-vous qui marque la première visite d'un souverain chérifien en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme télévisé. Bonsoir chez vous.